Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette visioconférence pour ma santé mentale Respectons mes droits qui est initiée par le collectif Rennais des semaines d'information sur la santé mentale, autrement dit le collectif SISM. Alors je suis Alicia Gendre, chargée de projet à la maison associative de la santé à Rennes et je coordonne avec la ville de Rennes ce collectif SISM. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je me permets simplement de prendre la parole quelques minutes afin de vous présenter le programme des 2 prochaines heures qui nous attendent. Et puis, j'expliciterai aussi quelques principes techniques de cette visioconférence. Et je laisserai ensuite la parole à Sarah Joly, membre du collectif SISM, qui vous présentera les semaines d'information sur la santé mentale. Alors, en ce qui concerne le programme, nous avons l'honneur et la chance d'accueillir aujourd'hui André Ferragne, secrétaire général au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Un grand merci à vous, Monsieur Ferragne, d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, vous allez aborder avec nous la question des droits du patient en soins sans consentement et leur contrôle. Ensuite, nous aurons un petit temps de pause de 5 à 10 minutes, puisque dans le cadre du groupe de travail participation citoyenne du Conseil rennais de santé mentale, un guide de bonne pratique pour favoriser l'implication et l'augmentation de la participation des usagers en santé mentale dans les instances a été élaboré. Et parmi cette bonne pratique, il y a l'idée de faire une pause de 5 à 10 minutes pour s'aérer l'esprit. Ensuite, nous aurons un deuxième temps fort. Ne nous quittez pas après la pause, puisque ce sera le temps des échanges. Donc, nous accueillerons Monsieur André Ferragne qui pourra répondre à vos questions. Et puis, Monsieur Ferragne devra nous quitter à 15h45, donc nous passerons à la conclusion à ce moment-là. Ensuite, pour ce qui est des aspects techniques, très brièvement, c'est une visioconférence qui est enregistrée. On vous demande de bien vouloir éteindre vos caméras si vous voulez être sûr de ne pas apparaître à l'écran. Vos micros sont également coupés durant la première partie de l'intervention. Ils seront remis en route pour la partie des échanges. Mais si vraiment vous avez une question à poser ou que vous souhaitez réagir à ce qui se dit dans la première partie, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat en bas au milieu de votre écran et à écrire votre texte. J'anticipe également les demandes, les diaporamas et l'enregistrement vous seront diffusés à l'issue de cette visioconférence. Voilà pour moi. Je vais pouvoir maintenant laisser la parole à Sarah Joly qui va pouvoir vous présenter le collectif des semaines d'information sur la santé mentale. Merci Alicia. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sarah, je suis usagée au sein du collectif SISM de Rennes. Donc, on avait envie de vous présenter un petit peu ce que sont les semaines d'information en santé mentale. Donc, c'est un collectif national qui a été créé en 1990. Aujourd'hui, il existe 9 collectifs officiels en Bretagne. La mission principale de ce collectif, c'est de réaliser des actions de promotion en santé mentale pour l'ensemble de la population. Ces actions, elles ont lieu lors de la semaine d'information en santé mentale du 4 au 17 novembre cette année. Et le thème, cette année, c'est santé mentale et respect des droits. Alors, quelles sont-elles les missions principales de la SISM ? Donc, il y a d'abord sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale. Ensuite, informer sur les différentes approches de la santé mentale à partir du thème. Rassembler acteurs et spectateurs professionnels et usagers autour de ces questions. Aider au développement de réseaux de solidarité, de réflexion et de soins en santé mentale. Et enfin, faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou soutenir des actions de proximité. Donc, la SISM de Rennes fait partie des premiers collectifs SISM. Elle rassemble plus de 30 partenaires réguliers qui sont des bénévoles, des usagers, des familles, des professionnels des secteurs sanitaires, des secteurs social, médico-social, de la culture ou des médias. Ces partenaires, ainsi que tout citoyen ou élu local, peuvent porter des actions. Le collectif est coordonné par la Maison associative de la santé et appuyé par la ville de Rennes et le Conseil rennais en santé mentale. Donc, ce collectif, c'est un lieu de rencontre et c'est aussi un lieu où s'élabore une culture commune. La SISM, chaque année, en plus d'éditer un guide des ressources locales en santé mentale, organise des actions autour de supports artistiques et culturels, autour d'échanges ou de débats, autour aussi de conférences et de tables rondes. Ces moments sont pensés à partir de la thématique annuelle nationale. Donc, je la rappelle, cette année, c'est santé mentale et respect des droits.
Et aujourd'hui, grâce à la présence de M. Ferragne, nous choisissons d'explorer ces moments sensibles que sont les hospitalisations. Donc, je vous donne la parole. M. Ferragne, je crois. Ou Alicia, tu me dis. Alors, merci Sarah. Effectivement, on va pouvoir donner la parole à Monsieur Ferragne. Je l'active et je le mets en co-animation. Comme ça, Monsieur Ferragne pourra également partager son diaporama. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Ferragne? Oui, je suis avec vous et simplement, il faut que je trouve le moyen de partager mon diaporama. Alors, voilà, alors, attendez. Je départage. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Il faut que, je crois que je le mette en projection. Tout à fait. Je ne sais pas le mettre en projection. Alors, avez-vous appuyé sur écran partagé? Attends, pas encore, parce qu'il faut d'abord que je le mette en format projecteur. Très bien. Voilà, c'est ça. Et donc, je ne sais pas comment je reviens. C'est un peu compliqué. Alors, sinon, vous pouvez appuyer sur écran partagé via Zoom et après mettre en projection. Et comme ça, on le verra en projection, oui, votre diaporama. D'accord, c'est ça. Et ensuite, je le mets en... Ensuite, en projection. Je le mets en projection. Et comme ça, est-ce que vous voyez ça comme il faut? C'est parfait. Voilà, très bien. C'est parfait. Bien, écoutez, merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle André Ferragne, je suis secrétaire général du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est une institution dont je vous présenterai l'activité et qui contrôle le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté dans tous les lieux dans lesquels des personnes sont privées de liberté sur la base d'une décision administrative ou judiciaire. Et notamment, cela concerne pour la psychiatrie le contrôle des établissements dans lesquels des patients sont hospitalisés en soins sans consentement. Pardon. Donc, à ce titre, nous avons contrôlé la totalité des centres hospitaliers spécialisés, beaucoup de secteurs de psychiatrie installés dans des hôpitaux généraux. Et donc, nous avons, au fil du temps, construit une doctrine sur ce que sont les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, ce que sont ces droits fondamentaux appliqués à la particularité des soins sans consentement. Et nous avons également fait l'inventaire des atteintes que nous avons pu observer à ce respect des droits des patients en soins sans consentement. Et ce sont ces points que je vais vous présenter maintenant. Donc, j'essaierai de conclure ma présentation un petit peu avant 15 heures, de manière qu'on ait un moment de pause. Et puis, je serai malheureusement obligé de vous quitter impérativement à 15h45 parce que je dois rejoindre une réunion dont l'horaire, malheureusement, bouge beaucoup depuis hier. Voilà, donc la première question que je voudrais évoquer devant vous, c'est la question de savoir pourquoi on s'intéresse de manière spéciale aux droits des patients placés en soins sans consentement. Les raisons à cela, il y en a trois. Il y en a trois qui tournent autour de trois notions importantes pour l'analyse de ces droits et pour surtout la situation de ces patients. La première, c'est la notion de citoyenneté qui appartient aux patients qui sont placés en soins sans consentement. La deuxième, c'est la nécessité de protéger ces patients contre un certain nombre de risques qui pèsent sur leur situation pendant leur hospitalisation. Et la troisième, qui est également essentielle et à laquelle on pense moins, c'est la question de l'importance de la prise en compte des droits et du respect des droits dans la question du rétablissement du patient. Alors, sur la question d'abord de la citoyenneté,
Le droit de la France, qui considère que la maladie mentale est une maladie susceptible de soins et d'hospitalisation, n'est pas partagé par l'ensemble des nations de l'univers, et notamment la Convention des Nations Unies pour les personnes handicapées considère que la maladie mentale doit être vue comme un handicap, c'est-à-dire comme un état permanent dont la situation est donc durable, et elle n'en conclut pas que la maladie mentale suppose que l'on fasse subir des soins et de l'hospitalisation, mais plutôt que la collectivité s'adapte autour de la liberté d'accès de la personne handicapée à son handicap. Et donc, on ne parle pas de maladie mentale dans le droit des Nations Unies, mais on parle de handicap psychosocial. Et l'objectif est donc d'adapter la collectivité à l'accueil du handicap, de la même manière qu'on accueille les bâtiments publics à l'accueil des patients à mobilité réduite. Et surtout, les Nations Unies prônent comme objectif de la prise en charge du patient ce que l'on appelle la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire l'offre d'une possibilité aussi large que possible pour ces patients, pour ces personnes, de vivre de manière aussi autonome qu'elles le peuvent. Alors, en droit français, la prise en charge de la maladie, de toute maladie, repose sur la notion de consentement. C'est-à-dire qu'a priori, le droit commun de la maladie, mentale comme pas mentale, c'est la situation de soins libres. Et dès lors que les soins sont a priori libres, cela signifie que les soins sans consentement doivent être regardés comme une exception, et comme toute exception à une règle générale, elle doit être interprétée de manière restrictive et limitative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute restriction de liberté doit avoir trois caractéristiques. Elle doit être légale, c'est-à-dire expressément prévue par la loi, nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir résoudre la situation autrement qu'en restreignant la liberté du patient, et surtout proportionnée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas dépasser l'objectif que la loi a prévu et qui est déterminé par l'état clinique du patient. Dès lors, on en conclut que tout ce qui n'est pas interdit expressément par la loi ou par le juge est autorisé. Ces règles s'appliquent à toutes les formes de privation de liberté. Elles ont quand même une particularité en ce qui concerne la maladie, c'est la possibilité d'ajouter à ces restrictions légales ou judiciaires des restrictions médicales. Néanmoins, les restrictions médicales sont toujours des restrictions individuelles et temporaires qui font suite à l'examen d'une personne par un médecin. Et dès lors qu'elles sont liées à l'état clinique, ces restrictions médicales doivent évoluer en même temps qu'évolue l'état clinique. Donc, lorsque vous êtes témoin d'une restriction de liberté qui n'est pas individuelle, c'est-à-dire qui n'est pas liée à l'état présent d'une personne, mais qui porte une définition générale, ce n'est pas une restriction médicale, c'est une restriction administrative qui est liée au pouvoir de police du chef d'établissement, même si ce pouvoir de police est délégué à un médecin. Par exemple, il arrive fréquemment qu'un pouvoir d'organisation soit délégué à un chef de pôle. Il peut prendre, en qualité de chef de pôle, des décisions d'organisation, par exemple des horaires d'ouverture, des décisions de fermeture de portes, l'interdiction générale de certaines activités. Ce ne sont pas des décisions médicales, même si elles sont prises par un médecin, ce sont des décisions administratives. Ces décisions administratives sont toujours susceptibles d'un recours devant le juge administratif. En outre, la caractéristique d'exception que présente la restriction de liberté doit être regardée comme interdisant les interdictions systématiques ou les interdictions de fait. C'est-à-dire que ce que j'appelle une interdiction de fait, c'est une interdiction qui est purement liée
à une situation matérielle. L'exemple typique, c'est il n'y a pas de connexion au Wi-Fi dans un établissement, donc on en conclut qu'il est interdit d'avoir le Wi-Fi. Non, ce n'est pas un raisonnement. La seule chose, s'il n'y a pas de Wi-Fi, la seule chose à faire, c'est d'en mettre. Et pas de réglementer l'absence pour lui donner une justification. Donc, voyez bien qu'au titre de son caractère de citoyen, le patient de l'hôpital psychiatrique peut se trouver dans des situations de liberté restreinte, mais ces restrictions de liberté doivent avoir la plus faible ampleur possible et surtout être strictement proportionnées. La deuxième obligation qui fait qu'on doit se pencher sur la question des droits des patients, c'est la question de la protection. La protection, c'est la protection d'abord contre les risques de restriction de liberté abusifs. Il y a de nombreux établissements dans lesquels les services sont fermés parce que c'est comme ça et on accueille en soins libres des patients en soins libres dans des services fermés. Il y a de nombreux établissements aussi où l'on fait un lien systématique entre les soins sans consentement et l'enfermement. Ce lien n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un patient est en soins sans consentement qu'il faut l'enfermer, pas du tout. Il peut être nécessaire d'enfermer un patient temporairement s'il s'agit de le protéger. En revanche, un patient, même en soins sans consentement, peut très bien séjourner dans un service ouvert, comme c'est le cas dans de nombreux hôpitaux qui n'ont pas d'ailleurs de service fermé ou qui en ont très peu. Le deuxième sujet sur lequel on doit protéger le patient, c'est parce que la loi le prévoit, c'est la question de l'exercice de ses droits de la défense. Il y a des droits de la défense qui sont prévus par le Code de la santé publique. Il suppose deux choses. Il suppose d'abord le droit d'une information du patient et de droit au recours, et il suppose ensuite que des contrôles systématiques interviennent. L'information, c'est une information sur les droits du patient et sur son recours contre l'hospitalisation, mais c'est aussi une information sur les règles de vie dans l'unité, c'est aussi une information sur les modalités de recours et c'est une information sur tous les événements de sa prise en charge. Quant au contrôle systématique, il en existe deux. L'un est judiciaire, c'est celui du juge des libertés et de la détention. L'autre est administratif, c'est celui de la commission départementale des soins psychiatriques. En dernier lieu, il y a lieu de protéger les patients contre les risques de violence. Ces risques de violence ont été parfaitement analysés par l'Observatoire national des violences dans le milieu de la santé. On sait très bien quelles en sont les causes. D'abord, c'est les questions de locaux inadaptés, de promiscuité et surtout de contraintes physiques, puisque la contrainte physique est une source de violence. C'est ensuite la faiblesse de la présence médicale. C'est aussi une mauvaise gestion des restrictions de liberté qui conduit à des situations conflictuelles. Et c'est enfin souvent une mauvaise gestion de l'arrivée, puisque l'arrivée dans un lieu de privation de liberté est un des moments importants auxquels se développent les violences. Et en dernier lieu, pourquoi s'intéresser aux droits? Parce que les droits concourent au rétablissement du patient. Pourquoi est-ce que les droits concourent au rétablissement du patient? D'abord parce que c'est le fait que le patient commence à prendre en charge ses propres droits est un élément essentiel de son retour à l'autonomie. La perte d'autonomie risque d'être aggravée par l'enfermement et donc on regagne de l'autonomie par une prise de conscience des droits, par la volonté de bénéficier de ces droits. Et dès lors, suivant une expression chère au CGLPL, le patient, qui était un objet de soin, devient progressivement un sujet de droit, c'est-à-dire retrouve son autonomie juridique et donc sa personnalité. En second lieu, les droits concourent au rétablissement au titre de la préparation de la sortie. Il y a des droits qui sont des droits aux activités. Nous veillons systématiquement dans nos visites à contrôler que les patients ont accès à des activités thérapeutiques qui préparent à la sortie. Et nous veillons également à ce qu'il y ait des sorties préparatoires. Et en dernier lieu, les droits concourent au rétablissement au titre d'un accompagnement médical, pédagogique et social qui est une source, un facteur de la continuité des soins et qui est un facteur également de la continuité de la prise en charge sociale, puisque évidemment, il est essentiel qu'un hôpital
fasse ressortir ces patients alors qu'ils ont une prise en charge médico-sociale, alors qu'ils ont un logement, alors qu'ils ont retrouvé leurs droits, notamment en matière d'allocation, par exemple l'allocation adulte handicapé ou tout simplement des revenus de substitution. Alors, quels sont les droits des patients? Quel est leur contenu? Le contenu des droits des patients, évidemment, il est dans le Code de la santé publique, mais il n'est pas seulement dans le Code de la santé publique, et il se trouve défini dans un recueil que le contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié il y a à peu près un an, que l'on appelle les recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. C'est un texte qui a été publié au Journal officiel, que vous trouverez donc, il est en libre accès sur le site internet du contrôleur général, et c'est un texte qui résume, au regard du parcours du patient, ce que sont ses droits. Alors, ces droits, d'où viennent-ils? Eh bien, d'abord, il y a les droits qui se rattachent à la qualité de patient citoyen. Ces droits qui se rattachent à la qualité de patient citoyen, ce sont des droits universels, et ces droits universels qui ne sont pas définis pour les patients, qui sont définis pour l'humanité entière, bénéficient aux patients comme à toute autre personne. Vous avez ces droits qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui sont aussi dans de nombreux textes internationaux et parfois dans des textes de portée générale, comme la Charte des Nations Unies ou comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et puis parfois dans des textes qui visent des catégories particulières, par exemple la catégorie particulière des femmes, celle des mineurs ou celle des personnes handicapées. Ces droits appartiennent à toute personne. Quand une personne est enfermée, elle conserve néanmoins ses droits. Ils peuvent de temps en temps être soumis à des conditions d'exercice adaptées à la privation de liberté. La liberté d'aller et venir, évidemment, n'est pas la même pour tous. La liberté de correspondance peut aussi faire l'objet, par exemple, d'adaptations. Beaucoup de ces droits peuvent être adaptés à la privation de liberté. Certains ne le peuvent pas, notamment la question, par exemple, du respect de l'intégrité physique ou psychique d'une personne. La deuxième catégorie de droits, ce sont les droits qui sont des droits universels aussi, qui sont des droits de tous, mais qu'on ne considérerait pas fondamentaux pour une personne ordinaire qui vit librement dans la société. Ce sont des droits qui peuvent provenir de n'importe quel texte, de n'importe quel texte juridique, en particulier du Code civil, du Code de la consommation, du Code électoral, etc. Et que la privation de liberté priverait des faits. Et en particulier parce que, par exemple, en prison, quand un détenu achète un ordinateur, ben, la facture n'est pas à son nom. Et comme la facture n'est pas à son nom, eh bien, ça lui fait perdre le droit à une garantie sur son achat. Par exemple, tous les détenus ou toutes les personnes qui sont placées en hôpital psychiatrique, même enfermées, a priori, ont conservé leur droit de vote, sauf évidemment les étrangers ou les gens à qui le droit de vote a été retiré par une décision de justice, mais c'est extrêmement rare. Et donc, ce droit ne peut pas être exercé. Alors, quelle est la conclusion que nous tirons de cette catégorie de droits? C'est de dire que puisqu'une personne privée de liberté jouit de tous les droits sauf de ceux dont elle est expressément privée, eh bien, puisqu'elle est privée de liberté, il appartient à l'administration qui a pris la responsabilité de l'enfermer de faire en sorte que ses droits soient préservés. En d'autres termes, si les patients sont enfermés dans un hôpital psychiatrique le jour des élections, il appartient à cet hôpital de prendre les mesures nécessaires pour qu'ils puissent voter. Ça peut être des tas de choses, ça peut être des procurations, ça peut être un accompagnement, ça peut être l'organisation d'un bureau de vote dans l'hôpital, enfin des tas de trucs sont possibles, mais en tout cas, le droit du patient, qui est le droit de voter, doit être respecté. En dernier lieu, il y a une dernière catégorie de droits fondamentaux qui sont les droits liés à la privation de liberté elle-même. Ces droits, ce sont des droits qui garantissent les droits du patient au regard de l'État. C'est-à-dire, ce sont des droits qui instituent les modalités de contrôle, qui fixent les conditions dans lesquelles la privation de liberté est possible, qui organisent la manière dont elle se déroule. Et ces droits, pour ce qui concerne les patients en soins sans consentement, on les trouve dans le Code de la santé publique, mais pour d'autres situations d'enfermement, on les trouve dans le Code de procédure pénale, dans le Code de l'entrée du séjour des étrangers, du droit d'asile, etc. Donc, il y a
beaucoup de ces normes qui sont issues du droit français. Et nous, dans nos contrôles, nous contrôlons évidemment pour cette catégorie particulière de droit, nous contrôlons que le droit a été respecté, même si parfois nous critiquons le droit parce que nous le considérons comme insuffisamment protecteur. Donc, vous voyez que tous ces droits qui participent à la reconnaissance des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, il y en a qui sont dans le droit positif, c'était ceux que je vous ai cités dans le code de n'importe quel code, enfin, qui sont écrits dans le droit, mais il y en a beaucoup qui résultent de règles qu'on appelle de droit souple, c'est-à-dire des normes qui ne s'imposent pas, qui ne seraient pas imposées par des juridictions, mais que dans la réalité, il est souhaitable de respecter. Et il y en a beaucoup qui sont définis par le contrôleur général des lieux de privation de liberté lui-même. Dans ce texte dont je vous ai parlé, les recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, parce que le contrôleur général est une autorité qui est une source de droit souple, c'est-à-dire à laquelle il est possible d'édicter des règles de portée générale que certes un juge ne sanctionnerait pas, mais qui ont vocation légitimement à influer sur le comportement des acteurs sociaux. Alors, quels sont les principes qui sont derrière ces droits? Ce sont des principes relativement simples. D'abord, un principe de protection. On protège la dignité, on protège la sécurité et on protège la sûreté individuelle, c'est-à-dire la protection de l'individu contre les atteintes que pourrait porter l'État. Il y a ensuite des règles d'interprétation. Je vous l'ai dit, le droit commun, le droit normal, c'est d'être en soins libres. Donc, dès lors qu'on n'est pas en soins libres, toutes les restrictions doivent être interprétées légitimement. L'interprétation téléologique, c'est un mot savant qui veut dire une chose très simple, c'est qu'on ne peut pas prendre à l'intérieur d'une mesure de privation de liberté une mesure de restriction qui serait contraire à la finalité de cette mesure. En d'autres termes, si on enferme les patients dans un service de psychiatrie, c'est pour les soigner. Donc, on ne peut pas prendre de mesures qui soient contraires à l'objectif de soin. Par exemple, de mesures disciplinaires ou de mesures d'enfermement qui ne seraient pas strictement nécessaires. C'est quelque chose qui est beaucoup plus évident pour les enfants. Par exemple, quand on enferme les enfants dans un centre éducatif fermé, l'objet du centre éducatif fermé est un objet éducatif, c'est-à-dire que le but de l'enfermement, c'est l'éducation de l'enfant. Et donc, on ne peut pas, dans cette mesure d'enfermement éducative, prendre de mesures, notamment de mesures disciplinaires, qui iraient contre la finalité éducative de la mesure. Par exemple, on ne peut pas punir un enfant en le privant d'accès aux cours. Et puis, dernier point, il y a la question de la transparence. Nous demandons que le plus grand nombre d'autorités possibles, nous bien sûr, mais beaucoup d'autres, notamment les journalistes, les avocats, enfin bien d'autres, puissent visiter les lieux de privation de liberté et donc que les lieux de privation de liberté dans lesquels des gens sont enfermés soient au moins accueillants au regard du reste de la société. Comment est-ce que ça se contrôle ? Eh bien, en gros, il y a 6 principes qui nous permettent, qui sont l'essentiel de l'activité du CGLPF. D'abord, un principe de légalité. Est-ce que la mesure prise est conforme à la loi ou pas? Est-ce que la loi autorise cette mesure ou pas? Ensuite, un principe de nécessité. Je vous ai dit, est-ce qu'il était possible de faire autrement? On le voit bien en psychiatrie avec la question de l'isolement et de la contention. La première question qu'on va se poser, c'est était-il possible de protéger le patient autrement qu'en l'isolant? Si oui, la mesure n'est pas légitime. Et puis enfin, la mesure de proportionnalité. Là, évidemment, ce qui saute aux yeux le plus en matière de psychiatrie, c'est la proportionnalité dans le temps. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas prolonger une mesure d'isolement ou de contention au-delà du temps nécessaire, c'est-à-dire au-delà du temps du rétablissement du patient, mais il y a des mesures de proportionnalité dans les mesures prises, dans les moyens employés ou dans les installations utilisées. Par ailleurs, nous encadrons les méthodes. Et donc, ces méthodes sont un peu les mêmes chaque fois qu'il y a une mesure de restriction. Chaque fois qu'une mesure de restriction est prise, quelle qu'elle soit, on va toujours vérifier les mêmes points.
est-ce que le patient a été dûment informé de cette mesure? Est-ce que la personne qui est l'objet d'une mesure de restriction a été mise en situation de faire valoir ses observations? Est-ce que ces observations ont été entendues? Y a-t-il eu du contradictoire? Et enfin, est-ce que la mesure prise a été enregistrée de manière que l'on puisse, a posteriori, contrôler ce qui a été fait, si c'était proportionné, si c'était légitime? Alors, quel est le contenu de ces droits? Nous avons défini ces droits autour de 10 objectifs que vous avez ici. Le premier de ces objectifs, c'est d'intégrer le respect de la dignité et des droits fondamentaux dans l'aménagement des lieux de privation de liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces lieux de privation de liberté doivent être placés dans des endroits accessibles, doivent être aménagés d'une manière conforme à leur destination, qu'il doit y avoir du personnel en nombre suffisant, du personnel suffisamment disponible, suffisamment formé, et que toute l'organisation du lieu dans lequel on enferme des gens doit être prévue au regard des finalités de cet enfermement et, d'autre part, de l'exigence du respect de la dignité et des droits des personnes. Il ne suffit pas d'enfermer, il faut aussi, en même temps que l'on enferme, protéger et apporter des services nécessaires. La deuxième série de droits qui se trouvent dans nos recommandations minimales, c'est des droits qui touchent à l'arrivée. L'arrivée, en gros, ça tient en 3 points. Premier point, c'est accueillir, c'est-à-dire accueillir dans de bonnes conditions, recevoir d'une manière aussi peu brutale que possible, alors que l'on accueille souvent des patients en situation de crise ou que l'on accueille souvent dans les prisons des personnes que l'on vient d'arrêter. La deuxième chose, c'est informer, c'est-à-dire que dès que l'état du patient le permet, on doit lui dire où il est, de quelle mesure il est l'objet, comment il va vivre, quels sont les recours qui sont à sa disposition, et enfin orienter. Ça signifie qu'on a une période qui en psychiatrie est une période que l'on calibre généralement à 72 heures, une période dans laquelle on observe le patient, on fait connaissance avec lui, on pose un diagnostic dans le but de l'orienter vers un service ou vers des soins ou vers un programme de prise en charge qui soit adapté à sa situation. Le troisième de ces objectifs, c'est protéger les personnes privées de liberté. C'est absolument essentiel. Je vous ai dit que l'administration est gardienne des personnes privées de liberté. Il lui appartient de mettre en place toute mesure utile pour protéger ces personnes contre des restrictions abusives, contre des violences du personnel, contre des violences de co-détenus. Le quatrième point, c'est évidemment la question des besoins élémentaires. C'est quelque chose qui va un peu sans dire, mais il y a à la base de la vie humaine des besoins qui sont les mêmes pour tous. C'est des besoins d'hygiène, d'alimentation, d'accès à l'air libre, du besoin de sortir, de rencontrer des gens. Et donc, ces besoins doivent être satisfaits. On ne peut pas priver une personne de tout contact humain, on ne peut pas priver une personne de nourriture, on ne peut pas priver une personne d'hygiène. Et donc, ces besoins élémentaires doivent être satisfaits et c'est à l'aune du respect de ces besoins élémentaires que l'on regarde en premier lieu la question du respect de la dignité. Ensuite, il y a la question de la vie sociale et des activités. Cette question de la vie sociale et des activités, ça prend, suivant les lieux de privation de liberté, des formes différentes, mais en tout cas, on ne peut pas laisser des personnes dans l'ennui total ou dans le désœuvrement total. En psychiatrie, naturellement, la question des activités prend une dimension particulière, puisque cette question, c'est celle des activités thérapeutiques, c'est-à-dire d'activités qui non seulement sont destinées à occuper les patients, mais qui sont surtout destinées à les réorienter vers l'autonomie. Et donc, ces activités sont essentielles en psychiatrie, elles font partie du soin. Le sixième point, c'est la question de l'accès aux soins. Alors, l'accès aux soins, c'est valable dans tous les lieux d'enfermement, mais c'est valable aussi dans les hôpitaux psychiatriques, puisque maintenant, c'est une question qui est en principe assez souvent convenablement réglée, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et notamment, on a le droit d'avoir la grippe aussi, ou le Covid, ou une autre maladie qui n'est pas une maladie mentale dans un établissement de santé mentale. Et donc, il est nécessaire, et nous vérifions que ça se produit, il est nécessaire que l'accès aux soins, notamment aux soins somatiques, soit possible.
le point suivant, c'est la question des liens familiaux et des relations avec l'extérieur. La dimension de la vie de famille est une dimension essentielle de la dignité humaine. Elle est garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du Conseil de l'Europe, qui est sous l'appellation de droit à une vie familiale normale. Et donc, pour ce qui concerne les établissements de santé mentale, la question des liens familiaux, c'est la question des contacts téléphoniques ou par mail ou par visioconférence avec la famille. C'est aussi et surtout la question des visites. Et vous savez comme moi que la richesse des liens familiaux, la présence des familles contribue de manière importante également au rétablissement du patient. Le point suivant, c'est la question de l'exercice effectif des droits de la défense et des droits civils, civiques et sociaux. Là aussi, c'est un ensemble de droits qui, quand on le lit, fait un petit peu fourre-tout, c'est-à-dire on y voit le droit de vote, on y voit l'accès au conseil juridique, on y voit le droit de la consommation, on y voit le droit d'exercer l'autorité parentale quand on est titulaire quand on a des enfants. Mais en tout cas, tout ce paquet de droits, ce sont les droits dont nous demandons aux lieux de privation de liberté de garantir l'effectivité. Le point suivant, le point 9, c'est un point tout à fait essentiel, c'est celui des contraintes additionnelles. Alors, en psychiatrie, cette contrainte additionnelle, elle porte un nom très connu, c'est l'isolement et la contention. C'est-à-dire, ce qu'on appelle une contrainte additionnelle, c'est enfermer encore plus dans l'enfermement. C'est contraindre encore plus dans la contrainte. Alors, en prison, on appelle ça la discipline et l'isolement. En rétention administrative, on appelle ça la mise à l'écart. C'est le nom que ça porte aussi dans les centres éducatifs fermés, mais la mise à l'écart dans un centre éducatif fermé, il n'y a pas de lieu spécial, c'est juste l'enfermement d'un enfant dans sa chambre. Mais en tout cas, en psychiatrie, la question des contraintes additionnelles, c'est tout le droit et tous les contrôles que nous faisons derrière ce droit autour de l'isolement et de la contention. Ce sont des points sur lesquels je reviendrai. Et puis le dernier point, qui est un droit évidemment essentiel, puisque en principe, en France, il n'existe pas de peine perpétuelle, ni d'enfermement perpétuel, c'est préparer et accompagner le retour des personnes privées de liberté dans la communauté. Toute privation de liberté doit tendre vers cette fin, c'est-à-dire la fin qui est la libération, qui est la réhabilitation, qui est le rétablissement, qui est la réinsertion. Et donc tout ça est l'objet d'un grand nombre de mesures possibles. D'abord des mesures de préparation avec des sorties provisoires, et ensuite des mesures de protection, des mesures d'accompagnement. Toutes ces mesures sont autant de droits. Voilà donc le schéma général de ces droits. Je vous invite à en regarder le détail. Je ne peux pas vous en faire la liste puisque nos recommandations minimales sont au nombre de 257, donc je ne vais pas vous énumérer devant vous 257 points, mais je vous invite à vous référer à ce texte qui précise de manière tout à fait précise, c'est le cas de le dire, de quelle manière ces droits doivent être respectés, et quand c'est nécessaire, il y a des précisions particulière sur la situation particulière de la psychiatrie ou la situation particulière des prisons ou celle de la rétention administrative. Alors, quel contrôle de ces droits? Alors, le contrôleur général des lieux de privation de liberté procède à un contrôle qui est un double contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis un petit texte, là, vous pourrez le regarder. La loi prévoit que le contrôleur général des lieux de privation de liberté est chargé de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté pour s'assurer du respect des droits fondamentaux. Et cette loi prévoit des méthodes. Ces méthodes sont au nombre de 2. Il y a les visites dans les lieux de privation de liberté et il y a les enquêtes sur les signalements. Ces deux méthodes, je vais y revenir de manière un peu plus précise, même si je ne vais pas tout à fait non plus entrer dans les détails.
sont des méthodes qui peuvent être utilisées à tout instant. Je veux dire par là que nous pouvons toujours visiter un lieu de privation de liberté si nous avons une raison de le faire ou même sans explication. Nous faisons des visites systématiques et puis de temps en temps, nous faisons des visites parce qu'on nous a signalé des situations anormales, mais aussi à tout instant, toute personne, c'est-à-dire un patient, sa famille, une association, des soignants, ça arrive aussi, peut écrire au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vous trouverez l'adresse sur notre site internet. Et vous pouvez nous écrire pour nous signaler n'importe quelle situation qui vous paraît anormale. Nous, après, c'est à nous qu'il appartiendra de faire le tri entre ce qui est anormal et ce qui est soumis à notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce qu'il faut simplement savoir, je ne vais pas vous entrer dans les détails juridiques là-dessus, mais c'est que nous sommes une autorité indépendante. C'est-à-dire qu'il est dit dans la loi que la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui est une femme qui s'appelle Dominique Simoneau, ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. Et donc, de fait, moi-même, je suis le collaborateur immédiat de cette contrôleure générale, de sa prédécesseur et d'elle-même depuis 6 ans, et je n'ai évidemment jamais vu qu'aucune autorité se hasarde à nous donner des instructions ou que personne ne s'est jamais hasardé à nous dire ce que nous devrions faire, et moins encore à nous dire ce que nous devrions penser ou comment nous devrions faire. Et simplement, sachez que nous pouvons aller où nous voulons dans tout lieu de privation de liberté, nous entretenir avec qui nous voulons et consulter tous les documents que nous voulons et aller dans tous les lieux que nous voulons voir. Et il existe une protection pénale que nous n'utilisons jamais, mais qui existe dans le cas où nous serions victimes d'obstruction ou dans le cas où une personne qui s'adresse à nous serait l'objet de représailles. La personne qui ferait obstruction à nos enquêtes pourrait être pénalement sanctionnée. Alors, les visites, bon, je vous ai mis le nombre des établissements qu'on visite, les 150 visites par an, c'est un peu le détail de la manière dont on travaille. Ça n'est pas très, très intéressant. Il faut simplement que vous sachiez qu'il y a 300 établissements ou services de psychiatrie qui sont autorisés à recevoir les patients en soins sans consentement. Voilà, nous avons la possibilité de les visiter tous. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons visité tous les CHS et beaucoup de centres de services de psychiatrie isolés. Voilà, donc nous faisons 150 visites par an, mais en comptant tout, pas seulement dans les établissements de santé mentale. Sur les signalements, là aussi, vous avez ici le détail de ce que prévoit la loi. Il faut dire, nous recevons environ 3500 courriers par an. Nous traitons donc tous ces courriers puisque toute personne qui nous écrit reçoit une réponse. Pour tout vous dire, 80% de ce que nous recevons provient de la prison. Parce que les patients des établissements de santé mentale ont parfois des difficultés à s'exprimer, des difficultés à écrire, sont parfois diminués par la maladie et dès lors ont une faible propension à écrire. Et de fait, quand nous recevons du courrier concernant les établissements de santé mentale, c'est le plus souvent des familles, mais c'est aussi, et c'est assez rare, il n'y a que dans les établissements de santé mentale que nous observons ça peut aussi venir des soignants. Il est arrivé à plusieurs reprises que des soignants appellent le CGLPL au secours parce qu'ils se voyaient conduits à pratiquer, à faire des choses que leur morale ou leur éthique professionnelle réprouvait. Et donc, ils nous ont appelés et nous sommes toujours quand c'est à la demande de soignants, nous intervenons systématiquement. C'est-à-dire que nous, évidemment, quand ce sont des détenus, nous ne pouvons pas y aller à chaque fois puisque nous en avons beaucoup. Mais quand ce sont des soignants, que ce sont des surveillants pénitentiaires, ce qui est arrivé très très rarement, mais quand c'est le cas, nous intervenons systématiquement et très vite. Parce que des professionnels ne font jamais appel à nous sans raison. Il y a toujours une vraie raison derrière. Alors, quelles sont les atteintes aux droits que nous constatons? Alors, d'abord, je les ai classées en deux catégories. La première, c'est celle des atteintes à la dignité et aux droits, et la deuxième, c'est celle de l'excès des contraintes. Les atteintes à la dignité et aux droits,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les atteintes à la dignité, ça provient souvent des conditions matérielles de prise en charge. Ces atteintes provenant des conditions matérielles, c'est en premier lieu des atteintes qui proviennent des conditions d'hébergement. Enfin, il y a les établissements, évidemment, se rénovent, progressent en qualité. Néanmoins, il existe encore assez régulièrement, nous rencontrons des établissements avec des locaux vétustes. Dans ces locaux vétustes, nous voyons beaucoup de chambres collectives, ça arrive, et il arrive encore que nous voyons des sanitaires collectifs. Et tout ça fait partie d'atteinte au droit. Ça peut aller d'une simple atteinte au droit, ça peut aller simplement, ça peut commencer par une situation un peu insatisfaisante, et ça peut aller quelquefois à de véritables traitements indignes. Voilà. Alors, évidemment, sur les traitements indignes, le point le plus sensible, c'est la question de l'hébergement dans les chambres d'isolement où des établissements de santé mentale saturés sont obligés d'utiliser des chambres d'isolement que vous connaissez, qui sont extrêmement spartiates, extrêmement sommaires, comme chambres hôtelières, et donc des patients restent quelques jours à leur arrivée dans une chambre qui n'est pas une vraie chambre, ce qui est une véritable, pour le coup, une véritable atteinte à la dignité. Il y a aussi des atteintes à l'intimité. Ces atteintes à l'intimité, c'est parfois des pratiques, notamment c'est des questions de surveillance intrusive. J'étais gentil en parlant de surveillance intrusive, mais enfin, il est arrivé aussi que nous constations des atteintes et que nous constations des atteintes que sous la forme de fouilles abusives, de fouilles injustifiées, enfin donc des atteintes qui portent vraiment atteinte à l'intimité des patients. Et puis il y a un sujet sur lequel nous faisons des recommandations chaque fois que nous nous rencontrons, c'est la question de la fermeture des placards et des chambres. C'est-à-dire que nous tenons absolument à ce que chaque patient puisse d'une manière ou d'une autre avoir un espace d'intimité. Alors ça peut être un espace d'intimité avec la possibilité de simplement de fermer un placard. Nous préconisons plutôt que des placards fermés, la possibilité de fermer les chambres. Alors, il y a un système qui existe également dans les prisons qu'on appelle des verrous de confort, c'est-à-dire que ça permet au patient de sortir de sa chambre et de fermer la porte derrière lui, de garder une clé, mais pour autant, il y a un système qui permet à l'infirmière d'entrer quand même dans la chambre. C'est-à-dire que ça ne permet pas aux patients de s'enfermer de manière dangereuse, de manière à prendre des risques. Ça permet simplement aux patients de se protéger contre les intrusions d'autres patients. Il y a la question des chambres d'isolement indignes. Alors, sur la question des chambres d'isolement indignes, il y a deux sujets tout à fait particuliers. Nous rencontrons assez régulièrement encore des chambres d'isolement avec des seaux hygiéniques, ce qui est quand même absolument impossible, puisque ces seaux hygiéniques répandent des odeurs, ça peut jamais vraiment être propre, c'est quelque chose de vraiment très difficile à vivre, à supporter. Et puis, il y a une autre question sur les chambres d'isolement indignes qui est souvent négligée, c'est celle des oculus. On voit des chambres d'isolement avec des portes vitrées, et donc quiconque passe dans le couloir peut voir par la fenêtre ce qui se passe à l'intérieur de la chambre, qui est parfois un peu choquant. Et puis en dernier lieu, parmi les conditions matérielles qui sont des atteintes à la dignité, il y a les questions de vêtements. Tout ça peut paraître secondaire, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'il y a dans les vêtements le fait d'imposer le pyjama. J'ai vu une fois seulement. Mais il y avait un hôpital, je crois qu'ils ont cessé à la suite de notre visite, mais il y avait un hôpital dans lequel les patients déambulaient dans le parc simplement revêtus d'une blouse de chirurgie. Vous voyez ces blouses qui sont ouvertes dans le dos. Donc c'est vraiment une atteinte grave à l'image du patient, à sa propre dignité, et c'est non seulement quelque chose qui est lié
au regard que les autres peuvent avoir sur le patient, qui est déjà une chose très importante, mais qui peut atteindre aussi l'estime personnelle, l'estime de soi du patient, déambuler les fesses à l'air dans un parc avec une blouse de chirurgie, je vous assure, le CGLPL considère qu'il s'agit vraiment d'un traitement inhumain. Et puis, il y a un point qui est en apparence moins grave, mais qui peut avoir des conséquences humaines un peu fâcheuses sur certains patients, c'est simplement l'absence de vestiaire de rechange. Je dis, je ne sais pas s'il y a des directeurs d'hôpitaux dans l'assistance ou des responsables d'hôpitaux, ce n'est pas grand-chose d'avoir un petit vestiaire de rechange dans un hôpital. Alors que ne pas en avoir est une atteinte grave aux droits des patients parce qu'ils arrivent quelquefois avec des vêtements souillés, avec des vêtements sales, ils arrivent quelquefois avec des vêtements déchirés, et donc la possibilité de les replacer dans une situation digne, dans une situation d'hygiène et qui ne soit pas comment dire, qui ne soit pas un simple pyjama d'hôpital, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du respect de la dignité des patients. Deuxième catégorie d'atteinte à la dignité et aux droits, ce sont les atteintes qui sont dans l'ordre de l'information et de la défense. Vous savez que le Code de la santé publique prévoit que tout patient qui arrive en soins sans consentement se voit notifier ses droits. Et la réalité, c'est que cette notification des droits se passe généralement assez mal, pour tout dire de manière un petit peu sportive, un petit peu compliquée, parfois de manière un petit peu improvisée, parce que très souvent, dans les hôpitaux, on ne sait pas vraiment qui doit le faire. Les soignants le font, les médecins le font, quelquefois une secrétaire se déplace pour le faire. Et donc, ce n'est pas vraiment clairement organisé. Le deuxième sujet, c'est que ça fait l'objet de réticences culturelles. Je veux dire par là qu'il y a des soignants qui ne voient pas bien pourquoi ils devraient donner aux patients les moyens de se protéger contre eux alors qu'ils ne veulent que leur bien. Une infirmière m'a dit un jour, mais pourquoi voulez-vous que les patients se protègent contre moi? Je ne veux que leur bien. Ben oui, mais on peut mal le faire, le bien. Ce n'est pas parce qu'on veut le bien d'un patient qu'on le fait bien. Et puis, ce n'est pas parce qu'on veut le bien d'un patient que le patient a la même conception du bien que vous. Et donc, la conception du bien du patient, elle mérite aussi d'être entendue. Et puis, dernier point, c'est qu'il y a sur cette question des droits une formation insuffisante des soignants. Enfin, je le dis et le répète à chaque occasion, il n'y a pas de cycle d'enseignement, de cycle de formation en France dans lequel, de manière systématique, les droits des patients sont présentés aux soignants. Donc, les soignants mélangent parfois un peu les régimes d'hospitalisation, n'ont pas une idée très, très précise du rôle du juge. Enfin, tout ça est un peu confus dans l'esprit des soignants, donc évidemment, il est difficile pour eux, après, de donner une information claire et simple aux patients. Il y a également des atteintes aux droits de la défense. Parmi ces atteintes aux droits de la défense, c'est surtout le fait que les audiences du juge des libertés et de la détention, aujourd'hui encore, laissent beaucoup à désirer. Je vous conseille de regarder un film de Raymond Depardieu qui s'appelle 12 jours, où l'on voit des audiences, où l'on voit des patients qui sont confrontés à un juge qui ne sait pas ce qu'il vient juger, et soutenu par des avocats qui ne savent pas ce qu'ils viennent défendre. Donc, évidemment, les décisions du juge sont celles auxquelles on peut s'attendre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune main levée qui est prononcée dans le film, et on a l'impression d'assister à une espèce de spectacle surréaliste de gens qui ignorent absolument tout de ce qu'ils font ici. Les patients ne comprennent pas ce qu'ils font devant ce juge, le juge ne sait pas ce qu'il vient faire, l'avocat ne sait pas pourquoi il est fait. Et donc, on parle un peu sans savoir et sans objectif. Tout ça provient d'une formation insuffisante à la fois des avocats et des juges. Ça provient aussi de la mauvaise qualité des procédures, c'est-à-dire que les juges n'ont parfois
même s'ils sont formés, ne disposent pas d'un dossier monté comme il devrait l'être, disposent d'un dossier dans lequel il manque des informations et n'ont pas toujours les moyens de juger. Enfin, il y a deux catastrophes récentes qui sont plutôt liées au Covid et que l'on a, semble-t-il, du mal à surmonter. C'est la question des visioconférences. Les juges ne se déplacent plus et quelquefois, ce qui est plus grave encore, les avocats ne se déplacent plus et les avocats, du coup, viennent à la visioconférence en étant installés à côté du juge et pas à côté de leur patient. Donc, vous avez un patient qui est tout seul devant un écran et une caméra, comme moi, et de l'autre côté, il y a le juge et l'avocat de ce patient. Tout ça est assez fâcheux. Et tout ça ne concourt pas au droit de la défense. En dernier lieu, il y a aussi, mais ça le Covid les a multipliés, les certificats médicaux indiquant qu'il n'est pas possible aux patients de participer à l'audience. Alors en pareil cas, nous recommandons que soit le juge lui-même, soit à tout le moins l'avocat, aille voir dans le service pourquoi le patient n'est pas à l'audience et aille entendre le patient de manière que la voix personnelle du patient puisse être portée. Le CGLPL considère qu'il est essentiel que les juges entendent véritablement les patients. C'est-à-dire que les juges ne sont pas là pour juger des dossiers, ils sont là pour juger des situations, et dans cette situation, il y a une personne. Alors, évidemment, le juge des libertés et de la détention ne juge surtout pas la personne, mais il est juge de la décision, de la situation, et donc cette situation, il ne peut pas la juger sans avoir entendu la personne principalement concernée. Dernier point, il y a des atteintes touchant à la continuité de la prise en charge. Vous savez tous, je pense qu'il existe des difficultés grandies par le Covid, là également, d'organisation des sorties de courte durée, de séries. Il y a les préfets qui refusent les sorties de courte durée, et puis il y a les sorties que l'on ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas de soignants pour les accompagner, pas suffisamment de monde. Il y a les sujets très importants de défaut d'activité thérapeutique. Alors, beaucoup d'hôpitaux s'organisent pour avoir des activités thérapeutiques intersectorielles, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les activités sont nécessaires, parce que les activités sont nécessaires à la fois pour lutter contre l'ennui, ce qui est un objectif important, mais elles sont nécessaires également pour préparer le rétablissement. Là aussi, alors je passe sur les établissements dans lesquels il y a un refus de principe. Nous avons rencontré 2 ou 3 établissements où on considère que la psychiatrie est un peu une branche de la pharmacie et que le traitement psychiatrique doit être exclusivement un traitement médicamenteux. J'ai même entendu un psychiatre nous dire mais il ne faut pas que l'hospitalisation ait des bénéfices secondaires, on n'est pas là pour garder les patients. Les patients arrivent avec un symptôme, on les traite, on leur donne un traitement, et ils partent, et puis voilà, on n'est pas un hôpital de séjour. C'est assez rare que les psychiatres disent ça, mais ça existe. Et en revanche, le défaut d'activité vient de l'indisponibilité des soignants, peut venir du défaut de moyens. J'insiste aussi sur la notion un peu large d'indisponibilité des soignants. Ça peut être aussi une indisponibilité intellectuelle. Je veux dire par là, ça peut être parce qu'il n'y a pas assez de soignants pour le faire, ça c'est quelque chose qui arrive véritablement, mais ça peut être aussi ce que j'appelle une indisponibilité intellectuelle, c'est l'absence d'envie ou l'absence de conviction ou un peu la routine. Et il est arrivé que le CGLPL fréquente des établissements de santé mentale dans lesquels les patients s'ennuient devant la télé et les soignants s'ennuient dans la salle de soins. Et donc, on est là dans une situation dans laquelle il y a un ennui mutuel et une ignorance réciproque qui ne favorise pas exactement la prise en charge. Cette indisponibilité-là, ça existe aussi. C'est assez rare, mais ça existe aussi. Et puis enfin, il y a les défauts d'accompagnement. Là aussi, souvent dû à l'absence d'assistante sociale ou dû
très souvent due à l'absence des structures d'amont ou des structures d'aval. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de psychiatres qui m'ont dit ben, je garde des patients parce que je ne sais pas où les mettre. Ce pas des patients qui nécessitent de séjourner en hôpital, ce sont des patients qui nécessiteraient de séjourner en établissement médico-social, qui pourraient avoir une certaine autonomie, à condition qu'elles soient accompagnées, mais pour lesquels on ne trouve pas de place. Et donc, ce sont des patients qui embolisent des lits d'hôpital, alors qu'en réalité, ils ne subissent pas vraiment de soins. On s'est plutôt orienté vers une prise en charge de ces patients de nature médico-sociale plutôt que de nature véritablement médicale. J'en finirai par là. Le dernier point, c'est évidemment la question de l'excès des contraintes. Naturellement, le contrôleur général des lieux de privation de liberté se fixe pour objectif de limiter les contraintes. Donc, ces contraintes, je vois que je suis en retard sur mon programme, je vais aller vite. Ces contraintes, il y en a deux catégories en psychiatrie. Il y a les contraintes dans la vie courante. Ces contraintes dans la vie courante, c'est l'idée que la psychiatrie s'est fermée, alors qu'il n'y a pas de raison que la psychiatrie soit fermée. La psychiatrie, ça peut très bien être ouvert. Il y a des établissements dans lesquels rien n'est jamais fermé. Ça peut être aussi l'impact des contraintes sécuritaires, c'est-à-dire que les soignants finissent par intégrer, parfois à tort, des directives sécuritaires parfois qui n'existent pas d'ailleurs, mais il peut y avoir dans certains établissements des rumeurs disant qu'il existe des directives sécuritaires. Et puis, donc, on a tout un tas de niveaux de contraintes. Puis enfin, en dernier lieu, on a des contraintes qui sont liées à l'organisation ou pour être tranquille ou parce qu'on n'a pas les moyens de fournir un service, on interdit tout de manière générale et comme ça, c'est plus simple. Le dernier point, évidemment, à traiter, c'est les contraintes en isolement et en contention. Vous savez que cette pratique est encadrée depuis 2016, qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui a imposé de mettre en place un contrôle juridictionnel, que le gouvernement a légiféré de manière insuffisante au regard du Conseil constitutionnel, qui a de nouveau censuré deux fois, donc en juin 2020 et en juin 2021, il y a moins d'un mois, le Conseil constitutionnel a de nouveau censuré les dispositions encadrant l'isolement et la contention dans le but d'imposer au gouvernement un contrôle juridictionnel systématique des mesures d'isolement de contention au bout de 24 heures pour l'isolement et 48 heures pour la contention. Donc, c'est une mesure qui est certes salutaire, puisque le contrôleur général des lieux de privation de liberté l'a demandé depuis longtemps, mais ce que nous demandons plus que ça, et qui fait défaut et que la loi impose depuis 2016, c'est la mise en place de politiques de réduction de l'isolement et de la contention, politiques de réduction qui ne sont toujours pas mises en œuvre. Donc nous allons essayer de peser sur la volonté du gouvernement, ce qui ne sera pas facile, pour qu'à l'occasion de cette deuxième censure du Conseil constitutionnel sur le même texte sur l'isolement et la contention, le gouvernement fasse en sorte que de véritables politiques de réduction du recours à l'isolement et à la contention soient mises en place. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en ai terminé, donc avec un retard. C'était très bien. Réel, mais modeste. C'est très intéressant. Donc, merci beaucoup, Monsieur Ferragne. Effectivement, donc, je vous propose qu'on en fasse 5 petites minutes de pause. On se retrouve très précisément à 15h08 et comme ça, vous, derrière vos écrans, vous pourrez poser vos questions à André Ferragne. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci.
Alors, il est 15h08. On va pouvoir reprendre très précisément. Encore un grand merci à Monsieur Ferragne pour votre intervention de tout à l'heure. Alors, je vous propose à vous, derrière vos écrans, du coup, de poser vos questions oralement à notre intervenant du jour. Pour ce faire, vous cliquez sur l'onglet chat qui se trouve normalement sur votre écran et vous pouvez poser vos questions soit à l'écrit si vraiment vous ne souhaitez pas les poser à l'oral. Et par contre, si vous souhaitez participer à l'oral, vous avez un onglet participant et sur cet onglet participant, vous pouvez lever la main. Et à partir de ce moment-là, on pourra vous donner la parole pour poser votre question directement. Alors, je vais déjà pouvoir peut-être arrêter mon écran, comme ça on va pouvoir se voir plus simplement. Et puis, je vais du coup me faire le relais de questions qui ont été posées par écrit déjà durant la première partie. Alors, je vais prendre Monsieur Ferragne des questions qui ont été du coup évoquées tout à l'heure. L'une d'entre elles, c'était de demander s'il y avait si par exemple les professionnels qui rendent des comptes d'un signalement auprès les professionnels doivent-ils rendre compte de leur signalement auprès de la hiérarchie et si tel est le cas, quelle est la conséquence pour eux? La réponse est non, puisque toute personne peut nous saisir librement et confidentiellement. S'il est vraiment nécessaire que nous donnions dans le cadre d'une investigation le nom de la personne qui nous a saisi, c'est notamment le cas, par exemple, quand on nous saisit, quand un détenu, souvent, pas pour le cas pour les patients, nous saisit sur sa situation, on ne peut pas enquêter sur sa situation sans dire de qui il s'agit. Donc, si tel est le cas, on lui pose la question. Mais en tout état de cause, nous ne dénonçons pas, si je puis dire, les professionnels qui nous saisissent. Et habituellement, d'ailleurs, quand nous intervenons un signalement, à partir d'un signalement de professionnel, l'établissement dans lequel nous intervenons ne s'en doute jamais. Ou alors, c'est le professionnel lui-même qui l'a dit. Alors après, de toute façon, si ça vient à se savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi prévoit que tout acte de représailles contre quelqu'un qui aurait saisi le CGLPL peut être sanctionné pénalement. Mais enfin, en réalité, ça n'intervient jamais parce que nous ne disons pas pour quelles raisons nous intervenons. Quand on arrive dans un établissement, on fait un contrôle. Voilà, si un professionnel nous a saisi, ce qui est arrivé dans un établissement de santé mentale il n'y a pas très longtemps, on s'arrange pour le rencontrer en dehors de l'établissement. En principe, il nous a donné son numéro de téléphone. Donc voilà, et l'établissement ne sait jamais pourquoi nous sommes venus. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je me permets de poser les questions un petit peu dans le désordre, tel qu'elles nous viennent. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut-il avoir un regard sur les EHPAD et exerce-t-il la saisine du défenseur des droits? Alors, nous n'avons pas de contrôle sur les EHPAD, puisque dans les EHPAD, les patients, les personnes qui sont placées en EHPAD ne sont pas là sur la base d'une décision administrative ou judiciaire, donc nous ne sommes pas compétents. Je n'ai pas compris le début de votre question sur le défenseur des droits. Alors, excusez-moi, je reprends. Du coup, exerce-t-il le contrôleur général des lieux de privation de liberté? On nous demande s'il exerce la saisine du défenseur des droits. Alors, si vous voulez, nous intervenons dans des lieux dans lesquels le défenseur des droits intervient souvent. Notre rôle n'est pas du tout le même que le sien. Notre rôle, c'est de faire des contrôles systématiques qui ne portent jamais sur une situation nominative d'une personne particulière, mais ça porte sur une situation, sur une pratique, sur un fonctionnement, ce qui n'est pas le cas du défenseur des droits. Le défenseur des droits défend les droits de personnes identifiées. Donc je dirais que nous nous saisissons mutuellement. C'est-à-dire qu'il arrive que nous appelions le défenseur des droits sur la situation d'une personne, mais il arrive aussi que le défenseur des droits nous informe qu'il reçoit 4 ou 5 signalements identiques du même endroit
et que donc il y a d'après lui un problème structurel qu'il faudrait que nous allions voir. Donc, si vous voulez, la saisine avec le défenseur des droits marche en réalité dans les deux sens. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je ne vois pas de main levée actuellement, mais on a des questions à l'écrit. Alors, autre question, combien de contrôleurs généraux de lieux de privation de liberté y a-t-il en France pour ces missions? Il y a une contrôleur générale qui s'appelle Dominique Simoneau, et il y a une équipe derrière elle qui est composée de 33 personnes salariées à temps plein et soutenue par environ 25 personnes qui ne sont pas salariées à temps plein, mais qui sont des vacataires qui font des missions avec nos équipes. Donc au total, ça fait à peu près 60 personnes. D'accord. Au niveau national, pour toutes les visites que vous nous avez 60 citées personnes que tout l'on à l'heure. appelle des contrôleurs et une contrôleur générale. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, prochaine question. Quel levier vous avez, vous, à votre disposition? Vous voyez que les droits ne sont pas respectés dans les établissements de santé ou pénitentiaires, etc. Quel levier vous avez? Qu'est-ce qui fait que, après votre visite et votre contrôle, vous pouvez, comment dire, obliger une structure à Nous ne préserver pouvons les pas droits des patients? obliger une structure, nous n'avons pas de pouvoir de contrainte. En revanche, nous publions tous nos constats. Donc, nous faisons des recommandations à la suite de nos visites et ces recommandations sont rendues publiques. Donc, ça veut dire que d'abord, tout le monde peut s'en prévaloir, éventuellement que certains patients ou certaines personnes privées de liberté peuvent s'en prévaloir devant un juge. Et puis, ça veut dire surtout que tout ça est finalement, d'une manière totalement transparente, soumis au contrôle de l'opinion publique. Et évidemment, soumis au contrôle du Parlement, puisque nous avons, ne serait-ce que hier, par exemple, la contrôleure générale et moi avons vu dans la même journée le Sénat et l'Assemblée nationale. Voilà, Okay, mais on n'a pas de pouvoir de contrainte. D'accord. OK. Y a-t-il des soignants ou des responsables d'établissements qui signalent une incapacité en termes de matériel, de structuration, à faire respecter les droits par manque de moyens? Ça ne se passe pas comme ça. Mais ça se passe pas comme ça, mais il y a de nombreuses situations dans lesquelles nous voyons bien que si les droits ne sont pas respectés, c'est parce qu'il manque des moyens et nous le signalons dans les rapports. Mais vous voulez, notre rôle n'est pas d'analyser le pourquoi du comment. Notre rôle, c'est plutôt de dire les droits, il y a une atteinte aux droits, de montrer, de décrire cette atteinte aux droits, et après, l'administration pénitentiaire ou le système hospitalier met en place les moyens qu'il souhaite ou les moyens possibles pour corriger cette atteinte aux droits. Mais ces moyens sont nombreux. Il n'y a pas que il y a la possibilité de mettre du budget, mais parfois ça ne suffit pas. Il y a la possibilité de déplacer des patients, il y a la possibilité de réorganiser le service, mais ça, ce n'est pas nous qui sommes juges des moyens. Nous constatons si les droits des patients sont respectés ou ne le sont pas. Et quand ils ne le sont pas, nous le rendons public. Ok, merci beaucoup. Alors, je vois une main qui s'est levée, c'est Sarah Joly. Donc, Sarah, si tu veux bien, tu peux prendre la parole. Oui, merci Monsieur Ferragne. Et en tant qu'usager et que militante et personne qui a subi le soin contraint, d'abord, j'aimerais vous remercier parce qu'en fait, les travaux du CGLPL, c'est en fait les seuls, comment dire, c'est les seuls documents officiels qui montrent que les souffrances liées à ces traitements ne sont pas invisibles en fait. Et déjà, je trouve que c'est beaucoup pour nous. Après, j'ai l'impression qu'on manque à sensibiliser l'opinion publique sur le sujet, et j'ai l'impression que même entre personnes concernées, entre ceux qui ont vécu les contraintes telles que l'isolement et la contention et ceux qui ne l'auraient pas vécu, parfois on a presque du mal à nous croire ou à
Et en fait, je me demandais si vous avez connaissance de travaux, par exemple, liés soit au traumatisme lié aux soins contraints, ou alors de productions issues de soignants qui remettent en cause les pratiques et que vous pourriez nous suggérer. Je ne peux pas vous faire une réponse très précise. Enfin, il y a beaucoup de littérature de gens qui contestent la notion de soins contraints ou qui contestent, même s'ils ne contestent pas la notion de soins contraints, contestent la notion, l'obligation d'enfermement et en tout cas l'isolement et la contention beaucoup. Alors, moi, je tendrais, si vous suivez si vous cherchez une ressource, à vous diriger vers deux catégories d'écrits qui sont assez voisines l'une de l'autre. L'une s'appelle le Centre collaborateur de l'OMS qui se trouve à Lille, le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Donc vous avez là, je pense, je ne connais pas bien leur site internet, je connais bien l'équipe, je ne connais pas bien leur site internet, mais je pense que vous trouverez là de la ressource enfin, qui remet en cause le principe des soins contraints et qui remet en cause le principe de l'isolement et de la contention. Et puis vous avez une démarche qui est également promue par l'OMS qui s'appelle Quality Rights. Qui est une démarche dans laquelle, en gros, on part du principe que le respect des droits est une condition de la qualité du soin. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que parmi les raisons de respecter les droits, il y a le rétablissement. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons... Pardon, est-ce que vous Oui. m'entendez? Je suis désolé. Oui, on allait justement vous donner la parole, Monsieur Béliard. Allez-y. D'accord, parce que je n'arrive pas à trouver où lever la main, mais ce n'est pas grave. Voilà, j'étais l'aidant de ma femme et j'ai été à de multiples reprises le tiers demandeur de son hospitalisation sous contrainte, dans des conditions liées à l'urgence, liées à des pulsions suicidaires, à des intoxications importantes à l'alcool. Et j'ai deux questions. Alors, je sais que je suis sûrement limite dans l'intervention du CGLPL, mais la première, c'est que en situation d'urgence, et quand c'était le médecin qui me disait il faut hospitaliser votre femme, il me semble bien qu'en situation d'urgence, il aurait pu être le demandeur de cette hospitalisation. Et la deuxième, c'est quand vous évoquez la protection et le maintien des liens familiaux. J'insiste sur la chose suivante. Jamais, au grand jamais, un psychiatre m'a rencontré avec ma femme pour justifier le recours que j'avais eu à cette procédure. Je me suis retrouvé enfermé dans des salons de visite avec ma femme en face de moi qui me décrivait les conditions de son arrivée, parce que cette fois-là, elle avait fugué des urgences, et quand j'ai signé le papier, elle était déjà sous contention et sous calmant, sur un brancard, prête à être chargée dans l'ambulance. Et on m'a laissé seul avec elle pour entendre, je m'en souviendrai toute ma vie, pourquoi tu m'as fait ça? Alors voilà la question que j'ai à vous poser. Est-ce que ça, c'est traiter humainement les liens familiaux? Alors, en réponse à ça, d'abord, c'est vrai qu'il est anormal que le psychiatre n'ait pas n'ait pas eu un entretien avec la personne objet des soins et le tiers demandeur, c'est-à-dire et donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que est-ce que le médecin généraliste qu'il a initialement vu aurait pu signer le certificat, signer la demande? Je pense que oui. Mais la logique de la procédure, c'est quand même que cette demande soit signée par un proche. Alors évidemment, il y a une difficulté,
c'est que la loi prévoit que le patient est informé de l'identité du tiers demandeur. Et du coup, le patient étant informé, ça aboutit à la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé. Et c'est la raison pour laquelle la loi a prévu d'autres procédures que la procédure sur demande de tiers, et notamment la procédure qu'on appelle la procédure d'urgence et la procédure de péril imminent. On dit, en se cachant derrière son petit doigt, que ces procédures ont été inventées dans le cas où il y a une urgence ou dans le cas où il y a un péril imminent. La réalité, c'est que ces procédures, elles sont utilisées dans les cas où il n'y a pas de tiers pour signer la demande, ou dans les cas, comme le vôtre, où le tiers souhaite ne pas signer la demande, justement dans le but de préserver l'avenir des liens familiaux, et c'est-à-dire dans le but de ne pas apparaître comme celui qui est à l'origine d'une mesure, parce que le patient, évidemment, vit mal cette mesure, et même a posteriori, a parfois du mal à comprendre qu'elle était nécessaire. Donc, je ne sais pas de quand datent les événements que vous avez mentionnés. En tout état de cause, aujourd'hui, il y a des voies de droit qui permettraient d'éviter cette situation si on estime qu'elle est de nature à préjudicier au rétablissement d'un patient. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que, évidemment, c'est un peu curieux que le psychiatre ait laissé le demandeur et le patient seul avec cette véritable difficulté très importante, qui est une difficulté que nous rencontrons très fréquemment. Et c'est d'ailleurs ça qui explique que le nombre d'hospitalisations sous le régime de l'urgence ou du péril imminent soit en croissance. Ce n'est pas la seule explication, mais ça en fait partie. Merci, M. Ferran, et merci, M. Bégard, pour votre témoignage. Alors, des questions qui nous sont parvenues à l'écrit. Alors, pourquoi les personnes hospitalisées sont-elles encore dans l'obligation d'endosser le pyjama bleu? On va dire que c'est parce qu'elles sont hospitalisées dans un établissement où ça se fait. Il n'y a aucune obligation, c'est une pratique locale, ça se fait, il y a des endroits où ça se fait, donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais il n'y a aucune obligation, naturellement. Il n'y a pas d'obligation. Très bien. Quel professionnel pouvons-nous rencontrer pour savoir s'il y a besoin ou pas d'un signalement et pour avoir plus ample information? Je n'ai pas compris quel quoi, pardon? Quel professionnel, pardon, pouvons-nous rencontrer pour savoir si il y a un signalement à faire et si besoin d'un signalement et pour avoir plus ample information pour le faire? Un signalement au CGLPL? Oui, je pense que c'est ça. La personne qui a posé la question pourrait… Il n'y a pas besoin de rien, ni d'un professionnel, ni d'un conseil, ni d'un avocat, ni de personne. Il suffit de nous envoyer un mail. Si vous estimez qu'une situation est anormale, voilà, si nous ne partageons pas l'avis suivant lequel cette situation est anormale, il ne se passera rien. On répondra que c'est comme ça, et puis voilà. Donc, ce n'est pas une démarche très engageante de saisir le CGLPL. Donc, c'est facile à faire. Il n'y a pas besoin d'un conseil ni d'un professionnel. Ok, très bien. Je vois que vous nous envoyez un mail et le mail, vous le trouvez sur notre site internet. Oui, de toute façon, on enverra, on l'a déjà fait, mais bien le site internet du contrôleur général des lieux de privation de liberté et puis d'autres ressources aussi qui pourraient vous être utiles par la suite si vous le souhaitez. Je vois que Yann a levé la main. Est-ce que Yann Planche peut se joindre à nous du coup pour poser une question? Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. D'accord. Oui, donc je voulais poser une question. Alors, d'abord, merci beaucoup pour votre travail. Et je trouve que vous êtes réellement un vrai contre-pouvoir qui permet aussi la démocratie. Et alors moi, ce que je me posais comme question, alors c'est par rapport aux contentions. Moi, personnellement, j'ai subi les contentions. Hein, ça a été vraiment extrêmement violent. Enfin, c'est des choses vraiment très tragiques et qui sont un peu aussi, finalement, un peu traumatisantes pour la personne. Et j'aurais voulu savoir, selon vous, pourquoi certains services, unités
on recourt beaucoup aux contentions et d'autres unités ou d'autres pôles ou d'autres hôpitaux n'ont presque pas recours à la contention. Donc, je crois que c'est à cette idée aussi des équipes soignantes, de microculture en fait, des équipes soignantes qui, dans les interactions des soignants, dans la façon de fonctionner des équipes, ça joue un peu sur les contentions. Mais j'aurais voulu avoir votre avis sur les raisons de pourquoi certains prennent beaucoup de contention et d'autres pas ou presque pas. Merci. Mais vous avez raison. Il n'y a pas de raison objective. C'est une habitude, c'est un mode de travail qu'il est difficile de faire passer, qu'il est difficile de faire oublier. Il n'en demeure pas moins que voilà, il y a des hôpitaux où on contentionne très peu, il y a des services où il n'y a pas de matériel de contention, ça existe. Je vous ferai la même réponse que pour le pyjama. Pourquoi est-ce qu'on est contentionné? Parce que parce qu'on est hospitalisé dans un endroit où on contentionne. D'accord. Merci. Je vois aussi que, alors je suis désolée, hein, je vous appelle tel que je vous vois sur l'écran. Loni souhaite prendre la parole également. Oui, bonjour. J'arrive pas à activer ma vidéo, alors je m'excuse vous voyez pas mon visage. Déjà, je vous remercie pour la qualité de l'intervention, parce que il me semble que j'ai bien compris vos propos, donc c'est un critère. Je voulais revenir un peu sur, parce que je siège dans un organisme qui traite de soins sur l'étranger, et est-ce qu'on peut assimiler certaines, alors je ne sais pas si le mot internement est adapté. Est-ce qu'il existe des internements d'office, oui, à l'étranger? Je pense notamment à la Belgique. Et si c'est le cas, est-ce que vous intervenez ou... Je peux être plus précis si vous voulez, non, mais je suis malheureusement pas en mesure de vous répondre là-dessus. Je préfère vous dire que vous dire une bêtise. J'ai jamais entendu dire que la France était le seul pays à faire à avoir ce genre de procédure. Donc la réponse a priori est oui, mais comme j'ai pas d'informations, voilà, je vais pas plus loin dans la réponse. Attendez, juste une précision, j'ai mal situé mon propos. C'est des patients français qui se retrouvent dans des établissements à l'étranger. C'est pour ça que je situais la Belgique, parce que c'est souvent en Belgique que ça se passe. Alors, c'est souvent, par exemple, des personnes qui sont atteintes d'autisme ou de... Alors, est-ce que ça peut aller plus loin en matière de patients? Est-ce que c'est des patients, par exemple, qui correspondent à ce que vous venez de dire? Est-ce qu'on peut retrouver des patients qui sont, non, je plus peux pas vous lourdement répondre atteints? la compétence du contrôleur général est une compétence territoriale, c'est-à-dire nous sommes compétents sur le territoire de la République française. Donc, nous ne sommes pas compétents sur ce qui se passe à l'étranger. En plus, je crois que les patients qui sont envoyés en Belgique sont souvent des patients, des autistes, mais pas des malades mentaux au sens strict. Donc, écoutez, vraiment, je ne sais pas répondre à cette question, donc je préfère ne pas y répondre. Merci. Alors, passons à une question suivante qui nous est arrivée par écrit. Alors, la fonction du contrôleur des droits s'applique-t-elle uniquement dans l'enceinte de l'établissement? Alors, il y a plusieurs questions en une. Quel contrôle sur les patients contraints en soins entre le lieu de la prise en charge médicale, entre parenthèses, commissariat, domicile, et l'établissement psychiatrique de santé mentale? Et enfin, troisième question, quel contrôle sur les prises en charge des personnes dites en programme de soins? Ça fait peut-être beaucoup d'un coup. Alors, la réponse est oui à la première question, c'est-à-dire que quand une personne est privée de liberté, quel que soit l'endroit où elle l'est, nous pouvons le contrôler. C'est-à-dire que la loi prévoit que nous contrôlons la prise en charge et le transfèrement des personnes privées de liberté. Alors évidemment, c'est plus compliqué de contrôler le transfèrement parce qu'il faut tomber au moment du transport. Mais enfin, rien ne s'oppose à ce qu'on le contrôle et ça arrive qu'on le fasse.
En revanche, nous ne sommes pas compétents pour les programmes de soins, parce que les programmes de soins ne donnent pas lieu à enfermement. Donc, nous contrôlons les programmes de soins pour la partie hospitalière, d'ailleurs pratiquée abusivement par certains établissements, et quand il y a un enfermement, mais quand un vrai programme de soins a lieu, c'est-à-dire un programme de soins entièrement ambulatoire, ou avec une hospitalisation une journée par semaine, c'est-à-dire un programme de soins vraiment ambulatoire, nous ne sommes pas compétents pour le contrôler. Et personne ne l'est. Alors, j'ai eu, excusez-moi, un petit problème de son. Alors, est-ce qu'il reste des questions à poser? Vous aviez bien fini, hein, monsieur de Ferragne, Oui. de répondre à… Oui, merci. Oui, j'ai fini. J'ai eu un petit problème, Madame Latapi lève la main. Oui, alors Madame Latapi, vous pouvez prendre la parole si vous souhaitez du coup. Oui, bonjour. Merci pour cette intervention. C'était pour poser une question en tant qu'association. Quand on a des parents, là, par exemple, parce qu'on est confronté à ça, beaucoup de parents qui se méfient, on en parle déjà avec les médecins, non, on n'est pas, des fois ça pose problème avec des enfants qui c'est pas clair les diagnostics, est-ce que c'est la maladie de Lyme, est-ce que c'est autre chose, ou est-ce que c'est un problème psy, et ils se trouvent confrontés que les enfants ils sont quelquefois placés en psychiatrie et en empêchant les parents de pouvoir s'en occuper. Donc, certains de ces parents, bon, comme il a dit le monsieur, ils partent à l'étranger ou d'autres, alors qu'ils pourraient être soignés sur place, c'est vraiment embêtant. Quand il y a des situations comme ça, un peu, comment les associations ils peuvent intervenir ou ils peuvent aider pour créer un système, pour que la confiance puisse revenir entre les médecins et les patients, et comment pouvoir signaler s'il y a ou pas, c'est pour ça que j'ai posé ma question. Des fois, je me dis, est-ce qu'il faut faire un signalement ou pas, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre façon comment les associations, on pourrait améliorer ces situations qui sont très dramatiques quand ils ont lieu. Voilà, c'était un peu la question. Vous avez un recours local qui est la commission départementale des soins psychiatriques. La difficulté de ces commissions départementales des soins psychiatriques, c'est qu'elles sont très inégalement dynamiques. Il y en a qui fonctionnent très bien et il y en a qui ne fonctionnent très mal. Et il y en a même qui ne fonctionnent pas du tout. Mais en revanche, le premier recours immédiat, je pense que c'est la commission départementale des soins psychiatriques. Ensuite, je pense que des situations comme celles que vous décrivez, c'est-à-dire des situations dans lesquelles les parents sont écartés de la prise en charge, vous pouvez nous écrire dès lors que les enfants sont enfermés, sachant que très souvent, les enfants ne sont pas placés en soins sans consentement, mais sont placés soit hospitalisés à la demande de leurs parents, soit en ordonnance de placement provisoire par le juge, mais dans aucun des deux cas, ce ne sont des soins sans consentement. Merci. Mais en tout cas, moi, je vous dirais ça. Le premier réflexe à avoir, c'est la commission départementale des soins psychiatriques, et si ça ne marche pas, vous nous le signalez. Merci, monsieur Ferragne. Alors, il y a encore des questions qui arrivent, mais d'ici 5 minutes, vous devrez nous quitter. Alors, je me permets d'en relayer encore une ou deux selon le temps qui nous reste. Alors, peut-on interdire à un patient qui est venu de lui-même en unité d'hospitalisation ses droits de visite, de sortie dans le parc et de l'accès au téléphone, par exemple? Non. Très bien. C'est concis, c'est parfait. Le patient qui est en soins libres est en soins libres. Très bien. Merci. C'est aussi simple que ça. Eh bien, ça va me permettre de poser une autre question qui est arrivée. En dehors des… Ce qui n'empêche que ça se fait dans de très, très, très nombreux endroits. Mais la réponse est non.
Très bien, merci beaucoup. En dehors des éventuelles plaintes d'usagers, comment la CDU d'un établissement peut-elle avoir connaissance des atteintes aux droits des usagers? La CDU, son canal d'information, c'est les droits des usagers. Donc, je ne crois pas que la CDU ait un droit de visite, mais en tout cas, en tout cas, il me semble que non, il y a pas, moi je ne vois pas d'autre canal que les plaintes des usagers. Bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Monsieur Ferragne, s'il n'y a plus d'autres questions, et de toute façon, vous allez devoir partir, on va vous laisser, on va vous remercier vraiment d'avoir été parmi nous cet après-midi pour aborder la question des droits des usagers dans les établissements. Et puis, un grand merci à vous. On vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Alors, je vous laisse rester avec nous puisque nous allons donc conclure cette visioconférence. On espère que la plupart des questions que vous avez posées ont été soumises à Monsieur Ferragne. Et puis, donc, je vais laisser la parole à Sarah Joly qui va conclure cet événement. Oh bah, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous cet après-midi. Et on espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer aux actions du collectif Sisme cet automne. Donc, c'est du 2 au 16 octobre, si je me trompe pas. Et je pense que vous aurez toutes les infos sur le site de la MAS et sur le site de la ville de Rennes. Voilà. Tout à fait. Merci Sarah. Effectivement, nous vous communiquerons toutes les informations nécessaires. Je souhaiterais aussi vous faire part du fait que nous allons vous soumettre un mail à la suite de cette visioconférence avec effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les diaporamas, le replay de la conférence, mais également un questionnaire en ligne sur lequel vous pourrez donner votre avis sur cette dernière. Donc, on vous remercie par avance de bien nous soumettre vos avis sur notre événement du jour et puis on transmettra cela à Monsieur Ferragne par la suite. Un grand merci à vous. À très bientôt pour de nouvelles actions et puis belle fin de journée. Au revoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est ma collègue psycho.